troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Jean-Maurice Bamare-Krong, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi et de notre éditorialiste Jean-François Akandi Kombe. L'actualité économique à présent en Égypte, l'inflation s'est littéralement envolée pour atteindre 29,6% en janvier 2017, 3 mois après la décision du gouvernement de laisser flotter sa monnaie. Décision qui a d'ailleurs entraîné une forte dévaluation. Corinne Kamdem. En Égypte, l'inflation sur un an est montée à 29,6% en janvier 2017. Les Égyptiens subissent une accélération de la hausse des prix depuis que les autorités ont décidé de laisser flotter la livre égyptienne en novembre 2016 dans le cadre d'un plan de réforme économique. Cette mesure faisait partie des conditions imposées par le Fonds monétaire international afin que le pays puisse bénéficier d'une ligne de crédit de 12 milliards de dollars pour l'aider à surmonter une profonde crise économique doublée de troubles sociaux. L'Égypte entre de cette manière-là dans une spirale qui est extrêmement dangereuse et on ne sait pas à quel moment les explosions ou économiques, ou sociales, ou sécuritaires peuvent se faire. Mais toutes les conditions sont là. Une réforme qui a été accueillie négativement par la population égyptienne. En octobre 2016, avant la décision de laisser flotter la livre, l'inflation sur un an était de 13,5% selon le Bureau des statistiques égyptien. Depuis lors, le taux d'inflation sur un an a considérablement progressé. On constate notamment que le prix des denrées alimentaires a augmenté de 38,6% en janvier 2017 par rapport au mois de janvier 2016. Et les voies de sortie serait de faire ce qu'a fait la Grèce il y a quelques années, c'est de se dire, voilà, on a sérieusement ces problèmes-là. D'abord, en parler dans leur parlement et non pas les excuser. Deuxièmement, associer les syndicats des travailleurs et associer la société civile égyptienne à ces difficultés. Et troisièmement, l'Égypte devra regarder les amitiés à long terme et non pas les fausses amitiés à court terme. Donc elle devrait chercher du côté de l'Asie, du côté des autres pays d'Afrique, les partenaires qui pourront faire la durabilité de leur future croissance plutôt que d'essayer de trouver des palliatifs. L'instabilité politique et la menace terroriste qui ont suivi les destitutions des présidents Hosni Moubarak en 2011 et Mohamed Morsi en 2013 ont réellement impacté l'économie égyptienne. De nombreux investisseurs ont fui et le secteur du tourisme, essentiel pour l'approvisionnement de l'Égypte en devises étrangères, peine à se relancer. Alors Jean-François, près de 30% de taux d'inflation, c'est un record. Quelles conséquences pour la population égyptienne ? Mais les conséquences ont été expliquées dans le reportage. L'essentiel de l'impact et du choc est pour la population égyptienne. On n'est pas très loin de ce dont on a discuté un tout petit peu avant, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à des mesures d'austérité et des mesures de redressement de l'économie nationale, il est assez rare que les classes aisées, que l'administration en pâtissent. C'est surtout la population qui en pâtit, d'autant plus que là, le résultat de ce flottement de la monnaie nationale est une augmentation des prix. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant parce que on savait que l'Égypte comptait beaucoup sur ses ressources en matière de tourisme et ses ressources ont baissé du fait de la situation sécuritaire et des craintes des personnes. Mais là, le train de mesures dont il s'agit, c'est un train de mesures qui a été préconisé par le Fonds monétaire international. Et je suis d'autant plus préoccupé de voir qu'en l'espace de plusieurs décennies, 3 décennies quasiment, la problématique du Fonds monétaire international n'a pas bougé. Et elle consiste toujours à réduire la consommation, à réduire le pouvoir d'achat, c'est-à-dire à frapper sur les plus faibles et les plus vulnérables dans nos pays. C'est la suite des plans d'ajustement structurel. Il faut dire les mots. Ce n'est pas autre chose que cela. Que ça soit l'Égypte aujourd'hui, que ça soit la Grèce d'ailleurs hier. C'est le seul pays européen à avoir
avoir pâti, c'est la Grèce, mais au moins, si ça avait touché tous les pays européens, ils auraient compris dans quelle douleur on est dans une nation lorsqu'on subit ce type de mesures. Il me semble que... Concrètement, le Fonds monétaire international est responsable de cette situation aujourd'hui en Égypte. Le Fonds monétaire international, ou alors... Des conditions imposées pour pouvoir bénéficier d'un financement. Ou bien alors, il faudrait que nous, pays africains, nous développions des mécanismes de financement à l'échelle de l'Afrique, avec d'autres conditions, parce que lorsqu'on est en situation de crise, ce qu'il faut faire de mon point de vue, je ne suis pas économiste, mais il paraît qu'il ne faut pas laisser surtout les économistes décider de l'économie du monde. Mais je ne suis pas économiste, mais je considère quand même que l'investissement dans l'avenir, c'est ce qu'il y a d'essentiel pour pouvoir relever un pays. L'investissement également dans la capacité, les capacités humaines, ce sont des personnes, ce sont les citoyens qui font une économie du pays. Or, on a des techniciens qui sont dans leur bureau, qui font des ratios et qui vont nous imposer, et qui imposent là, en l'occurrence, une mesure qui frappe d'abord les plus faibles et les plus vulnérables. C'est dommage. Ce sont les produits de première nécessité qui sont les plus concernés par cette hausse de prix. Est-on finalement à l'abri d'une grogne sociale en Égypte? On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et l'une des conséquences de cela, peut-être pas mécanique, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Il risque d'y avoir une grogne sociale, on se prépare à affronter la grogne sociale, donc on investit dans les mécanismes et les services de sécurité, dans les armes, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de fuite en avant négative. Monsieur Abdelkerim. Moi, je crois qu'il ne faut pas compter sur le FMI pour s'occuper de la population. Le FMI fait tout pour ajuster. Vous avez dit bien, programme d'ajustement, mais ajuster par rapport à quoi? Par rapport au marché. Donc, le FMI ne fait pas du social. Donc c'est pour cela que les programmes d'ajustement structurel sont très lourds. Très lourds pour le citoyen, c'est antisocial dans le sens où on ajuste par rapport au marché mondial et non par rapport aux intérêts des États. C'est pour ça que c'est vraiment assez rude. Mais les gens en Égypte, ce que j'ai cru comprendre un peu, que la population essaye de soutenir aussi son gouvernement dans cette crise-là, essaye de tenir. La population commence à crier, son mécontentement. La grogne arrive, mais pas comme par exemple au Tchad où il n'y a pas une solidarité entre la population et où le peuple subit, où le gouvernement n'a pas de légitimité. Il y a un amortisseur qui a toujours fonctionné en Égypte, qui tient à une solidarité par l'organisation des frères musulmans, depuis toujours, qui finalement se substitue à l'État dans les œuvres sociales, dans l'aide aux personnes, dans l'aide à la famille, dans l'aide à la santé. Heureusement qu'il y a ce dispositif qui est totalement déconnecté de l'État, sinon cet État aurait explosé 10 fois. Merci Jean-François. Au Nigeria, l'Assemblée nationale annonce un plan pour augmenter le montant alloué au secteur de la santé dans le budget national 2017 de 950 millions de dollars en 2016. Il devrait s'élever à 3,5 milliards de dollars cette année, soit environ 15% du budget 2017. Corinne Kamdem. Le gouvernement fédéral du Nigeria veut allouer 3,5 milliards de dollars au secteur de la santé. Pour la première fois en plusieurs années, l'Assemblée nationale se mobilise pour augmenter le budget de la santé de l'année 2017 afin qu'il soit enfin en adéquation avec la déclaration de 2001 d'Abuja qui recommande qu'un minimum de 15% de l'ensemble du budget annuel soit consacré au secteur de la santé. Les législateurs se disent préoccupés par les indices de santé inquiétants du pays. L'Assemblée nationale s'assurera que la disposition de la loi de santé nationale de 2014, stipulant que 1% du CRF doit être consacré au secteur de la santé, soit respectée dans le budget de 2017. De 304 milliards de naira en 2016, ce montant devrait s'élever à 1,1 trillion de naira en 2017. Une augmentation qui devrait permettre au gouvernement de mieux gérer les conséquences du tourisme médical sur le système de santé nigérian. En effet, les Nigérians injectent chaque année plus de 314 milliards de naira en frais médicaux à l'étranger. Certains experts estiment que la perte de cette manne financière contribue à ralentir l'évolution du système de santé du pays. La déclaration d'Abuja de 2001 sera largement bénéfique pour le pays si le gouvernement fédéral la met en œuvre et que tous les gouvernements d'État lui emboîtent le pas. Cela implique une meilleure santé pour tous, ce qui sous-entend une main-d'œuvre en meilleure santé. La main-d'œuvre du pays sera plus productive et générera plus de revenus pour le pays.
La dernière fois que le gouvernement nigérian a alloué un budget considérable au secteur de la santé, c'était en 2012 et il s'élevait à 5,95% du budget total annuel. Il revient donc aux législateurs fédéraux d'acter cette hausse du budget de santé pour l'année 2017 afin d'amorcer une réforme plus que nécessaire du système sanitaire au Nigeria. Alors, Monsieur Bamare Krong, le budget santé au Nigeria va donc tripler. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que, si vous voulez, aujourd'hui, l'Afrique se met vraiment à gérer sa propre santé. On se rend compte que dans tous les pays, il y a des mutuelles qui se mettent en place, il y a des assurances santé qui se mettent en place, il y a également des organisations de communautés villageoises qui se mettent en place. Donc, ça montre que l'Afrique souhaite investir massivement dans la santé et permettre à ce que la population, au moins dans les années à venir, ne puisse pas subir des conséquences des prématurés ou bien des morts de jeunes enfants. Monsieur Abdelkerim. Les beaux mots qu'il fallait transformer en actes. Parce que le Nigeria a fait, c'est vrai, mais c'est une décision de l'Union africaine en 2001 en fait. C'est le sommet d'Abuja que l'Union africaine, c'est dans le cadre de la lutte contre la malaria qu'ils ont décidé vraiment que les États puissent arriver à au moins 15% de le PIB pour la santé. Au Tchad, on est à 1,8%. Vous avez 1,15%, on est encore très loin. Et c'est pour cela que les secteurs prioritaires ont été négligés par Idriss Déby et son gouvernement. Et aujourd'hui, pour se soigner au Tchad, les Tchadiens dépensent des milliards pour aller se soigner à l'extérieur. Sur le Nigeria. Là, le Nigeria respecte les 15%. C'est 15% que l'Union africaine avait décidé en 2001. Jean-François, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, 15% du budget par rapport à ce qui était fait auparavant, c'est vraiment un exploit. C'est un mouvement positif, c'est un progrès à saluer, mais je reste quand même assez... Je observe une part de réserve, parce que ce n'est pas la même chose de calculer en termes de pourcentage du budget que de rapporter ça au produit intérieur brut. Or, rapporter au produit intérieur brut, bien sûr qu'il y a progrès, mais il faut savoir qu'il y a encore 2 ans, rapporter au produit intérieur brut, ça représentait 3,1%, dont seulement 0,9% d'investissement public. Il faut savoir que dans ce pays, c'est essentiellement le secteur privé. 3/4 des dépenses essentiellement. 3/4 des dépenses sont faites par le secteur privé. Donc, il était temps que l'État commence à rattraper. Ce dont je me réjouis surtout, c'est qu'on est au début d'un processus. Il faut que ce processus-là se poursuive, notamment parce que l'un des enjeux sur les questions de santé, qui sont des questions majeures pour notre développement, c'est aussi que le public ait une maîtrise de ces questions-là et qu'il y ait une vraie politique publique en matière de santé et qu'on ne laisse pas seulement le secteur privé, qui est un secteur tout à fait honorable, mais qui fonctionne sur la base d'un principe de profit, s'occuper, transformer notre santé sur le continent et sur cette part immense, gigantesque du continent qu'est le Nigeria, en une simple affaire de business. Quelles sont justement les priorités dans le secteur de la santé à l'heure actuelle pour le Nigeria? On rappelle d'ailleurs que le président Muhammadu Buhari se fait actuellement soigner au Royaume-Uni. De quoi manque ce secteur de la santé au Nigeria? Alors, il se fait soigner au Royaume-Uni. Je pense qu'il y a une part qui est une part je dirais, dans la tête de nos présidents. Je pense qu'il aurait parfaitement pu se faire soigner au Nigeria. Il y a des structures. Vous pensez que le système est... Non, les structures, je parle des structures, mais au Nigeria, notamment, un des dossiers qui m'apparaît prioritaire, c'est celui de la couverture sociale de la population. Et ça, c'est un problème pour tous les pays africains. On parle notamment ici de temps en temps de la couverture universelle. Je n'imagine pas cela jusque-là, mais il faut commencer à s'attaquer à la question de la prévoyance. Qui permet de couvrir les populations, pas seulement les populations qui sont au travail, les salariés, mais aussi, et pas seulement les populations des villes, mais aussi les campagnes, les agriculteurs, les éleveurs, etc., etc. Je pense que ça, c'est un dossier prioritaire vers lequel ces investissements pourraient être utilement dirigés. Merci Jean-François pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré à la société civile tchadienne. Monsieur Jean-Maurice Bamare Krong, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des associations des Tchadiens de France. Merci de nous accueillir.
Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, merci également d'avoir pris part à ce débat. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement citoyen Impact, projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci pour l'invitation. Et Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Mais Graziella, je vous remercie d'autant plus que j'étais très heureux d'assister aux échanges entre mes frères et voisins tchadiens, où je me suis retrouvé quelque peu dans des problématiques centrafricaines, peut-être plus largement africaines. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-François et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.